Bonjour. Donc, comme ça a été dit dans une vidéo précédente, la ville ne se fait pas avec une collection d'objets disséminés dans l'espace. De même, une rue n'est pas un chemin, un parcours, un support de mobilité seulement. Pour que ces éléments accèdent au statut de rue, de boulevard ou d'avenue, nombre d'attributs sont nécessaires. Le premier attribut nécessaire, mais pas suffisant, est que l'espace urbain doit être structuré par le bâti. C'est ce qu'il est convenu d'appeler enclosure, un anglicisme difficile à traduire. Mais d'autres attributs sont nécessaires. C'est pour cela que les référentiels regroupent un ensemble d'attributs, ou regroupant un ensemble d'attributs ont été développés. Mais pour revenir au critère numéro 1, l'enclosure, une rétrospective historique est nécessaire. Elle nous apprend que l'enclosure a toujours été liée à un élément fondamental, la grille. Cet élément s'illustre par sa permanence. C'est un élément qui est non seulement le support de la cité dans toutes ses dimensions, mais aussi le générateur, l'encapsulateur de l'espace urbain ouvert. Elle l'enveloppe, le clos lui donne sa dimension et en fait un support de mouvement comme le boulevard, la rue, ou de pause comme la place. C'est pour cette raison que la disparition de la grille dans le sillage d'un modernisme débridé a entraîné la dislocation de l'espace public urbain. Le retour à la ville, amorcé à partir des années 60, remet l'espace public au centre des préoccupations des gestionnaires urbains et des concepteurs. Mais les choses ne sont pas faciles, comme on va le voir dans la vidéo. L'événement des utopies hygiénistes, du modernisme, du style international, ont entraîné la disparition de la grille, qui a entraîné aussi la disparition de l'espace urbain. Aujourd'hui, on assiste de par le monde à un retour à la ville, à la conception des espaces urbains de qualité. Mais cette entreprise est loin d'être facile. Nous verrons à travers différentes expériences qu'il suffit parfois d'une simple opération de structuration, d'une résolution d'un problème fonctionnel comme celui de la circulation automobile pour détruire tout un espace urbain et le rendre inopérant. Voilà, ça va être donc le sujet de la présente vidéo, un historique, puis l'état de l'espace urbain aujourd'hui en Algérie et dans le monde. Les espaces urbains ouverts sont revenus, disons, au devant de l'actualité depuis et après l'échec de l'urbanisme moderne, surtout celui des tours et des bars, qui a détruit les villes et détruit les espaces urbains. Donc, depuis l'échec de l'urbanisme moderne, le monde a entamé son retour à la ville à travers la redécouverte des espaces urbains. En Algérie, le paysage urbain reste dominé par une fragmentation morphologique et sociale et par la production d'espaces publics urbains qui ne répondent pas aux besoins des utilisateurs et manquent principalement de génie du lieu, comme l'aurait affirmé un Norbert Schulz par exemple. Cette présentation, elle vise à retracer l'évolution des espaces urbains ouverts dans le monde et à démontrer enfin l'apport des référentiels élaborés un peu partout par les urban designers, si on peut se permettre cette expression, pour pallier justement les dysfonctionnements et les déficiences des espaces urbains ou conçus comme tels dans le paysage urbain d'aujourd'hui. Et donc si on revient un peu à l'histoire, on s'aperçoit que l'espace urbain ouvert a toujours été dominé, généré par la structure spatiale, par une structure spatiale dominée par la grille. Il n'y a rien qu'à voir donc les plans ou les négatifs, la figure fond des modèles de tissus urbains des grandes villes, des grandes métropoles mondiales, pour s'apercevoir que la grille a toujours joué un rôle déterminant, qu'elle soit orthogonale, très bien ordonnée comme Manhattan à New York, ou qu'elle soit un peu déformée comme celle de Barcelone, ou celle de Londres, par exemple, ou encore celle de Rome, mais la grille a toujours été présente. Elle a toujours été présente, bien sûr, depuis
la cité grecque aux métropoles d'aujourd'hui. C'est une permanence. La cité grecque n'a pas dérogé à la règle. C'est une cité, ici l'exemple de la cité de Milette, je ne sais pas comment on prononce ça exactement. Et donc on voit de manière très claire la dominance de la grille. L'urbanisme romain n'a pas dérogé à la règle et la grille a été l'élément dominant dans l'urbanisme romain et dans la ville romaine. Ce plan de la ville de Timgad, une ville construite ex nihilo, donc illustre de belle façon la dominance de la grille. Timgad est situé dans le nord-est algérien, près de Batna. La grille a plus ou moins dominé, même à l'époque médiévale. La grille reste d'actualité, reste de mise, malgré les déformations et de l'espace médiéval obéissant à différents paramètres topographiques, etc. Mais la grille, elle reste quand même omniprésente. La Renaissance a remis à l'ordre du jour les préceptes géométriques, restent dominés aussi par la grille et la géométrie. Plus loin, disons plus tard, la grille reste un élément fondamental dans la restructuration du Paris par Haussmann. Le problème avec la grille a commencé à disparaître sous les coups de boutoir des utopies hygiénistes et des nouvelles propositions, des nouvelles utopies qui sont apparues et qui prônaient donc la disparition pure et simple du modèle d'urbanisme traditionnel, entre guillemets, pour un urbanisme hygiéniste, humaniste, etc. Mais ces utopies qui ont mené aux grands ensembles ont provoqué la rupture et la disparition de la grille. Malgré les quelques tentatives qu'on voit ici et là, par exemple le plan de Cerda à Barcelone ou la mise en œuvre du plan Zuid à Amsterdam entre 1917 et 1925 par Berlanga, restent des exemples très intéressants du retour à la ville, à l'îlot, à la grille. Mais ces exemples-là sont autant d'expériences intéressantes qui malheureusement n'ont pas fait long feu devant la poussée des utopies hygiénistes et du nouvel urbanisme. Dans le plan de Cerda, enfin du moins tel qu'il a été conçu, on voit la prédominance de l'îlot qui est ouvert et globalement la dominance de la grille qui reste là comme un élément générateur, structurant de la ville. Comme je le disais, donc, sous le coup de boutoir des utopies hygiénistes, la ville commençait à disparaître. Et sa disparition, donc les prémices de sa disparition, apparaissaient déjà dans les projets Ebenezer Howard, par exemple, dans ces fameux villages londoniens, donc cité-jardin, appelés cité-jardin ou garden cities, etc., qui prônaient des villes ou disons des villages complètement disséminés dans la nature et voilà qui annonçait un peu la disparition de la ville traditionnelle. Mais la véritable disparition de l'îlot et la naissance, si on veut, de l'objet urbain autosuffisant, disons, ça a été consacré par Le Corbusier avec l'élimination pure et simple de la rue Corridor, pour reprendre une de ses fameuses citations. La référence à la ville est abolie dans le lexique corbusien, entraînant dans son sillage la disparition de toute notion d'espace public. La rue et la place ont cédé à la place à des no man's land, sans statut, sans identité et sans caractère différencié. L'implantation en périphérie des villes, des cités éloignées non greffées sur le tissu urbain de la ville-mère, a consacré cette tendance. Enfin, la composition à l'envers
ou de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire du logement vers les meubles, vers la ville ou vers la cité. C'était une façon de composer différente qu'on peut appeler inside out, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que la composition classique qui modelait, si vous voulez, l'espace urbain, qui était aussi modelé d'une manière architecturale, qui était architecturé comme espace ayant un caractère, ayant une identité, une personnalité, a complètement disparu pour laisser la place à une logique conceptuelle qui donne la part belle à l'intérieur. On conçoit à partir du logement, de l'intérieur, et on va vers l'immeuble. Ensuite, on va disposer des immeubles côte à côte pour créer la cité qui va loger un certain nombre, plusieurs milliers ou plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et donc, dans cette logique, l'espace urbain ne peut être que résiduel dans le meilleur des cas. Les schémas qu'on voit ci-contre illustrent un peu cette tendance de vouloir se débarrasser de l'îlot considéré comme insalubre, de la rue considérée comme fermée, comme insalubre elle aussi, et d'aller vers plus d'ouverture, et puis carrément ensuite vers carrément la disparition, comme l'illustre ce schéma de Le Corbusier, carrément donc vers l'ouverture, l'évidement, un peu l'allègement, puis vers la disparition pure et simple de l'îlot qui sera remplacé par des tours et des bars. Cette logique corbusienne, elle a été bien illustrée par Carmona et al. Dans un livre phare que je conseillerais à tout un chacun de lire, Urban Places. Et donc dans ce livre de 2003, Carmona introduit ces schémas qui illustrent un peu la disparition de la ville, c'est-à-dire un zonage à outrance. On a d'un côté mall, des appartements, une école, des maisons individuelles. Chaque typologie occupe une zone bien particulière. Et puis dans ce schéma de droite, très intéressant, on voit comment, par exemple, de l'îlot fermé, on est donc parvenu à le détruire, à le déconstruire progressivement jusqu'à arriver au fameux objet autosuffisant, à la géométrie non finie, qui part dans tous les sens et qui s'associe très mal à d'autres objets du même genre, et faisant disparaître donc l'espace urbain interstitiel. Disons que toute cette philosophie a abouti à l'apparition des fameux grands ensembles dont tout un chacun connaît l'historique et connaît les conséquences sociales et architecturales, urbanistiques, etc. Et donc, ces dessins de Le Corbusier, donc ces plans de Le Corbusier, de la ville de Meaux, etc., illustrent bien cette tendance qui a abouti aux grands ensembles. Sachant que les grands ensembles qui ont connu une progression très importante, surtout par exemple en France dans la période de l'après-guerre, les fameuses 30 glorieuses 45-75, beaucoup de grands ensembles ont été construits, et ces grands ensembles-là, on réalisera quelques années plus tard que énormément de problèmes sociaux vont émerger comme conséquence de cette façon de faire la ville, de cet urbanisme, avec des cités construites donc qui abritaient des milliers de personnes et qui, quelques années plus tard, deviennent proie à la délinquance, aux incivilités, aux agressions et à toutes sortes de comportements délinquants. Bien sûr, cet état de fait a fait que les architectes se révoltent, notamment un groupe préparant le 10e congrès des SIAM, qu'on appelle d'ailleurs le groupe des 10, du 10e congrès, le Team 10, ont essayé de changer les choses. Notamment cette parenthèse structuraliste qui reste pour moi une révolution inachevée. Pourquoi une révolution inachevée? Parce qu'elle véhiculait beaucoup de promesses, mais qui malheureusement ne sont pas toutes réalisées. Dans cette logique structuraliste, il fallait retourner à la rue, même si la rue a été conçue
donc comme un urbanisme de dalle qui ne pouvait pas aboutir à des résultats satisfaisants, mais des expériences qui ont été réalisées, notamment à Toulouse, le Mirail, en France, partout en Europe, par José Candilis, Woods, les Bakima, Aldo von Eyck, etc. Des expériences qui sont très intéressantes et que il me semble que jusqu'à aujourd'hui, on peut encore les étudier. C'est pour moi, je le répète, une révolution inachevée parce qu'elle n'a pas été menée à bon terme et a été rapidement abandonnée. Dans cette architecture structuraliste, donc qui c'est ce qu'on appelle cluster, web, stem, etc., de revenir vers une sorte de grouper les bâtiments, de créer de travailler les espaces interstitiels par les rues surélevées, sur des dalles, etc. C'est un urbanisme intéressant. Et ces urbanistes, ces architectes qui se sont regroupés, ont essayé ce retour à la ville. Malheureusement, après l'intermède structuraliste qui fut une révolution inachevée, il y a eu donc après ça la publication de l'architecture de la ville en 1966, qui reste un jalon important vers le retour à la ville. Donc Aldo Rossi, l'œuvre d'Aldo Rossi reste très importante et a initié tout un mouvement, tout un cheminement vers la ville de nouveau. On ne peut évoquer le retour à la ville sans citer les œuvres de l'architecte suisse Rob Krier. Pour Rob Krier, l'espace urbain, élément structurant de la ville, doit être structuré, défini par les bâtiments limitrophes et jouir d'une bonne lisibilité. Voilà. Donc, il a beaucoup écrit, Rob Krier, on peut trouver ses œuvres dans les bibliothèques d'architecture aujourd'hui. Et donc, ça, c'est des dessins de Rob Krier. À travers ces dessins, on peut percevoir cette idée du retour à la ville, de conception de l'espace extérieur, urbain, non pas comme un résidu, mais comme un espace possédant une personnalité, une identité conçue à part entière comme un espace architecturé. Aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui? Donc, si on dresse un panorama des pratiques d'aujourd'hui, on voit que globalement, dans les pays développés, il y a l'abandon du modèle tour et bar, c'est une certitude, malgré quelques cas ici et là, et le retour à la grille et à l'îlot. De grandes opérations urbaines de réhabilitation, parfois de démolition des grands ensembles ont été menées, et l'adoption d'une planification urbaine plus humaine, en évitant donc les grands ensembles complètement déshumanisés. Toujours dans ces pays, donc on peut citer beaucoup d'exemples. Il y a un exemple que je vais détailler dans une prochaine vidéo, c'est celui, donc c'est le projet urbain de Kirchsteigfeld, je ne sais pas comment on va prononcer exactement ça, Kirchsteigfeld à Potsdam, Allemagne, qui est considéré parmi les plus importants projets urbains réalisés dans les années 90. Et donc ce projet, dont je vais parler rapidement ici, mais que j'évoquerai dans une vidéo séparée avec plus de détails, donc la ville de Potsdam avait décidé qu'elle ne voulait ni un simple quartier résidentiel, ni une ville dortoir, mais un quartier urbain en fonctions diverses, ayant du caractère, et elle a organisé ce qu'on appelle une charrette, pas un concours, une charrette, en réunissant des architectes et en leur lançant le défi pendant 2 mois de sortir avec des idées, de sortir avec un projet cohérent, urbain, un morceau de ville, plutôt que chacun travaillant dans son coin. Il faut noter que Krier et Kroll étaient parmi les participants. Et donc ce projet, qui est situé aux confins de la ville de Potsdam, c'est un projet à mon sens très important, très intéressant, qui a abouti à une ville nouvelle, entre guillemets, tout à fait dans la tradition des grandes réalisations de villes possédant un caractère, des espaces urbains différenciés, une architecture, des immeubles différenciés, etc. Mais la situation, elle demeure plus nuancée, c'est-à-dire dans les pays en développement.
dans ces pays-là, le besoin de croissance économique, l'adoption de modèles de planification basés sur l'efficacité des réseaux de communication, etc., la construction de grandes hauteurs et la nécessité de construire plus de logements pour répondre à une demande toujours croissante, tous ces paramètres ont nui à l'émergence d'espaces urbains de qualité. Ça, c'est un constat global qui peut être contredit, mais c'est la tendance globale. Et le problème dans ces pays-là, une prise de conscience tarde à émerger, à devenir, disons, la plaque tournante de la pensée urbaine. Surtout dans certains pays qui sont riches, comme ces photos proposées par Tim Stoner. Et donc à gauche, c'est une grande artère d'une grande cité. Et donc, comme on peut le voir, c'est un boulevard, c'est une avenue célèbre. On ne l'a choisie pas parce qu'elle est célèbre, mais tout simplement parce qu'à notre sens, elle possède tous les attributs qu'un grand boulevard ou qu'une grande avenue puisse posséder. C'est-à-dire une mixité, une structure bien affirmée, une enclosure bien affirmée, une rue bien structurée, pas d'espace effiloché perdu. Elle possède donc une mixité urbaine bien affirmée, fonctionnelle, typologique, mais surtout fonctionnelle, parce qu'au niveau des rez-de-chaussée, des live frontage, c'est des magasins. La lisibilité et la clarté des espaces de circulation piétonne, de circulation mécanique, la délimitation des territoires est bien explicite, etc. Donc un ensemble d'attributs qui font que cette rue est fréquentée et possède tous les attributs qui font d'elle une rue au sens plein du terme. À droite, en Arabie Saoudite, c'est pas les moyens qui manquent, mais là, on voit que effectivement, c'est des immeubles modernes qui sont construits avec des millions de dollars, etc., mais qui tournent le dos à la rue. Et il faut dire que ça, c'est pas une rue, c'est plutôt un highway, c'est plutôt une autoroute. Donc une autoroute qui traverse la ville et les immeubles lui tournent le dos. On voit tout de suite que ici, il y a plusieurs dimensions qui se superposent. Il y a la dimension globale, donc de la ville traversée par les véhicules motorisés. On voit une dimension locale des piétons qui est là. Les deux dimensions se superposent. On voit qu'ici, c'est la dimension globale qui prend le pas. Et personnellement, ça m'étonnerait qu'on voit des piétons circuler à ce niveau-là, parce que la dimension globale, c'est la dimension globale qui domine, et la dimension locale est tout à fait absente, complètement absente. C'est ça le problème, c'est-à-dire que la prise de conscience, elle n'existe pas. Que une rue, un espace urbain, doit posséder, en fin de compte, les deux dimensions. Il doit être local, accessible localement, aux piétons, à la flânerie, un support de flânerie, à la marche, marchabilité, comme on dit aujourd'hui, et puis avoir cette dimension globale qui le relie à l'ensemble des éléments de la cité. C'est ce qui fait un grand espace urbain, c'est ce qui différencie un espace urbain comme celui-là d'un espace comme celui-là. Voilà. Et donc, cette situation fait que, malgré les efforts qui ont été fournis, c'est très difficile de concevoir des espaces urbains de qualité comme ceux qui ont été conçus hier. On trouve un de ces exemples dans la rue, la fameuse avenue Bourguiba à Tunis, qui pour moi, c'est l'une des meilleures avenues au monde, parce qu'elle remplit effectivement les critères que j'ai cités, les critères d'enclosure, de lisibilité, de caractère, de mixité, de live frontage, etc., des critères que j'expliquerai plus tard de manière détaillée. Donc elle possède tout ça, des territoires délimités, bien clairs, etc. Et puis les tentatives de recréer ces espaces, ces rues, on voit dans Tunis même, au quartier An-Nasr, donc des efforts ont été faits par les autorités effectivement pour recréer ce genre de rue, mais là on voit que effectivement il y a un mélange, il y a autant dans la rue Bourguiba on voit que les choses sont claires,
les territoires sont délimités, le piéton, le véhicule, etc. Autant ici, on voit un problème, les véhicules qui empiètent sur les espaces piétons, l'espace piéton qui est réduit comme une peau de chagrin, etc. Et en fin de compte, la marchabilité est tout à fait découragée dans ce genre d'espace. Une autre façon de voir, par exemple, ça c'est toujours la rue Bourguiba, le même exemple, disons l'espace piéton, voilà, on peut circuler de manière confortable, en sécurité, sans aucun problème, et permettre aussi aux véhicules de passer de part et d'autre de ce terre-plein central, sans parler bien sûr de l'effet de perspective et de toute cette beauté de l'art urbain tel qu'il a été conçu. Et puis à ce niveau-là, on voit donc ces voitures stationnées complètement sur le trottoir décourager toute velléité de vouloir emprunter ces trottoirs pour marcher, pour flâner, etc. En Égypte, ça c'est un exemple de lorsqu'on détruit l'espace urbain en solutionnant un problème de circulation automobile. Il y a beaucoup de ces ponts qui traversent les espaces, donc traversent les rues, les routes, etc. Mais c'est des problèmes. Ils résolvent peut-être une question de mobilité, de circulation automobile, mais le problème qui se pose, c'est ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a en dessous demeure un espace très insécurisé, très peu fréquenté par le piéton, même si les décideurs, les gestionnaires urbains en sont conscients et lancent des concours pour les embellir. Ici, on voit un peu des motifs égyptiens traditionnels de type pharaonique embellir ce viaduc. Mais le problème, c'est ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Une rue très fréquentée à Damas, mais que ce pont détruit complètement. Là aussi, on voit qu'un détail fait dans l'objectif de résoudre un problème, mais de manière partielle et partiale. Ça n'a pas été fait de manière systémique en voyant les effets divers sur les autres paramètres ou les autres critères qui font l'espace urbain. C'est un choix unijambiste, si l'on peut dire, monofonctionnel, etc., qui engendre donc des dégâts très importants et détruit l'effet de rue complètement dans cette avenue. Ça, c'est des exemples qu'on peut répéter à satiété. Chez nous, en Algérie, c'est le même problème qui se pose. La manière de concevoir la planification urbaine reste toujours marquée par cette différenciation, cette séparation entre les voies de circulation, considérées toujours comme des bretelles fonctionnelles pour circulation de véhicules, et les immeubles, les bâtiments, les équipements qui sont posés indépendamment du réseau de circulation. On le voit dans la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Voilà à peu près la situation, comment elle se présente aujourd'hui. L'espace urbain est une entité complexe. Elle ne peut pas être appréhendée de manière simpliste ou par laquelle on va résoudre un problème en oubliant de réfléchir aux autres problèmes, aux autres critères. Voilà, si on doit travailler un espace urbain, il faut qu'il soit travaillé de manière complexe et systémique. C'est le seul moyen de lui garder son caractère d'espace public, urbain, ouvert, accessible, appropriable par les usagers, car c'est ça ce qui compte le plus. Dans un prochain cours, nous reviendrons sur les référentiels qui ont été élaborés dans le monde par différentes équipes de chercheurs, de praticiens, etc., et voir comment on peut les synthétiser. J'ai essayé donc, à partir d'un historique très simple, de retracer l'histoire des espaces urbains et comment j'ai insisté notamment sur la question de la grille, comment la grille est reliée
de manière directe à la structuration physique des espaces urbains et que sans la grille, les espaces urbains restent des espaces effilochés, des no man's land qui peuvent être occupés, appropriés, mais qui peuvent aussi devenir des échecs criards. Voilà pour aujourd'hui.